Bonjour, vous regardez Archifrix et aujourd'hui on parle d'un truc vraiment punchy. Hellboy. L'œuvre est écrite par un génie de la bande dessinée américaine, Mac Mignola, qui en est aussi le dessinateur. Mac Mignola est né en 1962 en Californie dans un contexte d'après-guerre. Il débute en tant qu'encreur chez Marvel en 1984 pour The Defender et Marvel Fanfare, puis participera notamment à Rocket Raccoon et Hulk. Il s'ouvre à d'autres studios à partir de 1986 comme DC Comics, First Comics et Dark Horse. Il aura donc aussi l'occasion de participer à des séries comme Chronicle Ocorum, Phantom Stranger, Batman et Wolverine. À partir de 1993, il réalise l'adaptation en bande dessinée de Dracula de Francis Ford Coppola et de Alien de Ridley Scott. C'est en 1994 qu'il crée Hellboy. La première série s'appelle Seed of Destruction. Hellboy, parlons-en. Hellboy est une créature invoquée des enfers par Rasputin en 1944. Ce dernier a été engagé par Heinrich Himmler, dirigeant d'une secte occulte nazie. Celle-ci voulant utiliser Hellboy pour avoir un avantage à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. La vocation ne se réalisa cependant pas à l'emplacement désiré, et c'est l'armée américaine ainsi que le professeur Trevor Bruttenholm qui le récupère et finit par l'élever comme son fils. Une fois adulte, il rejoint le Bureau for Paranormal Research and Defense. On y retrouve des personnages qui le suivront tout le long de l'histoire, comme Liz Sherman, la pyrokinésiste, et Abbé Sapien, l'homme amphibie. La mission de l'équipe est de résoudre des phénomènes paranormaux qui nous amènent à suivre une multitude d'histoires. Les formats d'Hellboy se constituent d'une multitude de mini-séries et de one-shots qui se sont étendus de 1994 à 2011 et comptant pour un crossover assez inattendu. Sur d'autres médias, Hellboy a même eu le droit à un jeu vidéo sur PC appelé Dog of Night en 2000 et sur PlayStation Asylum Seekers qui est sans mentir très mauvais. Pour l'amour de la science, nous vérifierons quand même. Mais 2 films d'animation sont sortis respectivement en 2004 et 2007, ainsi que 3 films d'adaptation plus connus. Les premiers de Guillermo del Toro en 2004 et 2008, puis de Neil Marshall en 2019. Il y a également une série de romans et d'anthologies menée par Christopher Golden. Ces sujets ne sont pas analysés ici, mais ils valent le détour. Mais alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans Hellboy ? C'est une œuvre qui se positionne dans la littérature de science-fiction fantastique occulte. Lovecraft. De plus, Mac Mignola possède des méthodes pour s'affranchir des codes de représentation des comics standards. Il revient sur tout un folklore fantasmé de l'occultisme nazi, ce qui lui donne à découvrir des phénomènes construits revisités, comme la crypte, la ruine, le phénomène hanté. Nous vous conseillons la vidéo d'Analeps qui en parle très bien, le lien est dans la description. Cet ouvrage commence par la naissance de Hellboy, par son invocation et nous plonge dans ses aventures 35 ans après, lors du meurtre de son père adoptif, le professeur Trevor Bruttenholm. Ce qui va l'amener à enquêter avec ses compagnons dans le manoir des Cavendish Hall, une bâtisse âgée de 150 ans. Enquête qui nous amènera même à plonger dans les fondations de la bâtisse au cours d'un combat épique. Seed of Destruction, parlons-en. C'est la première mini-série de 4 tomes de Mac Mignola. Elle pose les bases de l'histoire de Hellboy, de son imaginaire, de sa technique et de ses personnages. Dès ses premières esquisses, l'auteur représente l'espace d'un trait singulier. C'est ce qui nous intéresse. Malheureusement pour nous, ce trait se perd peu à peu par la suite de ses ouvrages pour devenir plus précis et détaillé. Cette œuvre est donc l'essence même de son travail. Dans un premier temps, nous allons voir que Mac Mignola cherche le meilleur moyen de traiter ces images à ambiance occulte. Et dans un second temps, ce qui nous intéresse, c'est l'évocation de morceaux d'architecture. Il lui permet de subtilement structurer les scènes. Pour commencer, la composition est déjà très efficace. Par le découpage très dynamique, par le nombre de cases variées, ainsi que par le séquençage par action qui nous transporte très rapidement de page en page. La hiérarchie des cases permet une lecture très succincte et efficace, grâce notamment au hors-champ, qui rendent la lecture fluide. Ceci renforce le sens de lecture et agrandissent le cadre de la scène la plus importante. Ici, c'est celle où le héros est amené à réagir. L'action dépasse la narration, accentuant l'étourdissement de Hellboy lui-même. Cette mise en scène permet également de comprendre à quel point le personnage et nous-mêmes sommes dans l'incompréhension et impuissants face à ce qui se passe devant nos yeux. Pour ce qui est des enjeux graphiques, les pleins et déliés sont dessinés à la fois dans un ensemble minimaliste et à la fois avec précision, ce qui crée une justesse où les plans s'expriment. Là où l'on peut parfois prétendre apprécier les dessins d'une extrême complexité, l'auteur, lui, s'exprime avec simplicité et justesse. Chaque élément dessiné peut être simplement confondu dans un même ensemble, que ce soit la matière, les personnages ou les objets. Tout se lit dans le noir de l'obscurité ou dans les aplats de couleurs. Le dessin est généré par la lumière.
Il n'y a seulement que quelques traits qui nous dévoilent la situation. Le texte, lui, est apparent par effet de contraste. Les seuls fonds blancs sont générés par le texte, ce qui rend immersif la lecture des caractères. Qualité qui, sur cette double page, nous semble moins évidente, sauf sur la dernière case. Dans un cadre plus général, l'interprétation spatiale est due à de brèves esquisses non finies. Entre les descriptions d'architecture de diverses époques et les régions dessinées en arrière-plan, on peut en déduire des jeux de profondeur. Les jeux de couleurs permettent, avec quelques nuances dans l'obscurité, de créer divers effets de profondeur. Et il y a de nombreuses complémentarités de couleurs permettant des profondeurs relatives à l'idée de l'auteur. Ici, par exemple, il y a beaucoup plus de nuances chaudes que froides, ce qui nous donne une idée de profondeur des pièces. Mais sur la dernière case, on peut observer que la recette est inversée, provoquant un effet de profondeur plus fort. Cette technique s'appelle la perspective atmosphérique. La BNF, Bibliothèque nationale de France, lui prête cette définition. La perspective peut être rendue par des effets atmosphériques. La différence de netteté entre le premier plan et les plans plus éloignés, le dégradé des couleurs et la diminution des contrastes permettent de traduire la troisième dimension. Léonard de Vinci joua un rôle important dans ce type de traitement de l'espace pictural, mettant en évidence la profondeur de la scène représentée. Avant lui, Bouquet utilisait déjà ce type d'effet atmosphérique. L'obscurité prend une part importante dans toute l'œuvre. C'est l'utilisation de références picturales comme le Caravage dans l'utilisation du clair-obscur qui permettent d'alimenter un imaginaire de suspense dans l'œuvre de Mignola. Par l'atmosphère, on peut en déduire que l'histoire se passe majoritairement dans des milieux nébuleux. D'autres artistes inspirent Mignola, issus plutôt de mouvements dont la gestion des couleurs sont l'un des principaux enjeux. On y trouve des compositions de nuances dissociées, que l'on retrouve chez les peintres expressionnistes, comme Paul Klee, ou encore dans le courant du pop art. On retrouve notamment des similitudes dans les nuances des œuvres de Andy Warhol ou encore de Lichtenstein. L'artiste nous promène dans une interprétation picturale très personnelle proche du collage. Ces nuances font varier les plans de manière très brutale, presque incisive. De plus, elle crée des effets de défonce sur les déliés dessinés, ce qui renforce le caractère découpé et épuré des images. Il est assez complexe d'associer tous les champs artistiques d'ailleurs. D'un côté, le pop art évoque des impressions critiques d'une société haute en couleurs dans les années 50-60. Et de l'autre, les références sorties de l'ombre du XVIIe siècle évoquent un passé toujours très sobre et sérieux. Une méthode peu commune, qui consiste à réutiliser des codes empruntés à divers courants, que l'on peut retrouver dans les travaux de l'artiste Eugenia Lolli. Ces collages contemporains empruntent des codes du dada, du surréalisme, mais aussi de nombreuses compositions maniérées classiques, ou encore romantiques. Ah bah on est dans le thème du nazi occulte, avec un Rasputin qui invoque des démons, et cette ambiance pop sous acide, ah ouais c'est exubérant quoi. Cette iconographie relève des tendances névrosées, mais aussi hyperactives de Hellboy. D'ailleurs, l'ambiance nous a très vite rappelé l'un des groupes que Mr. Roller écoute souvent, Black Magic SS. Nous vous conseillons de regarder l'ouvrage de Bernard Valeur, La couleur dans tous ses éclats, aux éditions Belin 2011, afin d'en apprendre plus sur le fonctionnement de la couleur dans les sciences, ainsi que son usage dans les arts. Mais Doc, pourquoi autant de pop ? On peut penser que les influences Lovecraftiennes nous plongeraient que dans des univers obscurs. Et pourtant, nous trouvons très peu de nuances cassées, désaturées, qui renforceraient le caractère obscur. A contrario, l'auteur utilise des nuances saturées, relativement chaudes, avec quelques froids pour créer du dynamisme. Ce sont des jeux savants de blanc, où la couleur permet d'amplifier l'angoisse. C'est une forme de clair-obscur poussée à son paroxysme. Le clair-obscur, ce qu'on appelle aussi le caravagisme, est un savoir-faire pictural. Dans l'ouvrage Caravage vers 1571 et 1610 de Marie-Geneviève de la Cosse-Messelière et de Arnaud Bréjon de Lavernier, on y trouve le chapitre Le caravagisme qui résume ce thème. Caravage, dont la carrière romaine se situe entre 1589 et 1607, ne forma pas d'élèves, ne dispensa aucun enseignement, sinon par ses œuvres mêmes. Mais celles-ci influencèrent plusieurs générations d'artistes de passage à Rome, lieu de convergence de l'Europe politique, religieuse et culturelle. Techniquement, c'est à la fois la maîtrise d'une lumière parcimonieuse et d'une peinture en sfumato. What the... Hein? Le sfumato, c'est une technique de peinture sans cernage, élaborée par De Vinci. Cela devient donc un outil qui permet la représentation de quelque chose de caché, occulte. L'apparition des objets non finis nous évoque quelque chose de mystérieux et structure l'espace dans chaque case. Et il va sans dire que la justesse technique va de pair avec la justesse d'expression. Mignola peut être considéré comme un maître en la matière.
De plus, la justesse du dessin vient d'une culture minimaliste, et cela tend vers une plasticité pure et sous tension. La tension entre l'occultisme passé en tension avec un présent haut en couleur permet une représentation très intéressante. D'un certain point de vue, on pourrait dire que Hellboy traîne l'obscurité avec lui. Ouah, trop cool, Doc. Assez drôle tout de même pour cet univers de très peu utiliser les blancs, oxygène de l'œil. Ici, il est vrai que l'ambiance a tendance à étouffer un peu. L'angoisse, finalement, est maintenue tout le long des scènes. En soi, Seed of Destruction, c'est une série d'essais sur la représentation de l'espace. Le dessin d'éléments architecturaux, comme le détail, le calpinage, les appareillages, la présence de sculptures ou des objets nous permet de lire les jeux de plans très riches. Comment y parvient-il avec une représentation qui paraît aussi simple? Déjà justement parce qu'il parvient à s'exprimer en quelques traits pour représenter le nécessaire. Il hiérarchise les éléments qu'il montre et cela demande une parfaite connaissance dans la communication. C'est vrai que tout le dessin du calpinage et de la matière est une caractéristique de Mignola. Cette simplicité dans les traits laisse place uniquement à l'évocation de l'ensemble construit. Les espaces sont tendus entre un arrière-plan et un premier plan, ce qui provoque un effet de tension entre deux plans, deux éléments. Et c'est un travail que l'on retrouve beaucoup en architecture. L'artiste Donald Judd en est un fin savant du courant minimalisme et l'en travaillé à ce sujet. En architecture, ce qu'on appelle la rue, c'est la mise en tension du vide entre deux bâtiments et leur harmonie est tenue par ce qu'on appelle l'alignement. Le sujet qui nous intéresse ici, c'est la porte. La porte, dont le dessin est assez amusant, car représentée 3 fois de la même manière. Elle fait figure de repère dans le séquençage de cette double page. La répétition du point de vue et du dessin permet que la scène où la porte éclate devienne un climax de la double page. Et elle est la représentation d'un glissement vers l'obscurité. Un jeu subtil de dessin nous permet de constater une forme d'angoisse. On représente une scène ou un décor plusieurs fois pour accentuer l'effet qui va arriver. C'est quoi déjà le nom de cette figure de style déjà? Je sais plus. Une répétition. Ouais, c'est ça, une répétition. L'une des figures visant à l'amplification. On représente une scène, un décor plusieurs fois pour accentuer l'effet qui va arriver. C'est pour cela qu'on parlait de climax. Oui, tu l'as déjà dit, tu sais. Je fais du comique de répétition, ok? Non, tu fais une porte. C'est donc un élément d'architecture banal, mais aussi un espace, une épaisseur dans l'encadrement, avec ses diverses caractéristiques, panneaux ou ouvertures, ses traverses, les entablements ou cadres, ses gonds, etc. Et caractérise des seuils où des usagers sont soit invités ou limités à la pratique. Un simple objet autour duquel un moment important se réalise. Ici, la porte est vitrée, une porte d'intérieur avec ses détails esquissés. Sur la première représentation, on y trouve un entablement que l'on ignore par la suite, car elle tend vers l'abstraction lors de sa seconde représentation, pour devenir un élément qui explose. Dans les arts, la porte est toujours un élément plein de sens. Elle peut offrir une ouverture sur l'extérieur, ou au contraire être un élément fermé, signifiant les interdictions, voire même susciter l'envie de fraude. Une porte entrouverte qui vous invite à voyager. Et cette scène, c'est l'invitation même de pénétrer dans l'histoire de Hellboy. Ce qu'on nous apprend très vite en architecture, c'est de réunir tous les points fondamentaux de nos projets en un seul dessin, une image. Ici, c'est un plan face, une lumière accentuée vers les ténèbres et un graphisme rodé pour l'angoisse. Tout y est. Ravi de constater que ces sujets ne sont pas exploités que par les savants, mais bien par d'autres produits artistiques visant à nous plonger dans des histoires. L'architecture organise, même naïvement et dans des dessins à peine esquissés, des lieux d'histoire. Car l'architecture, c'est une histoire d'espace, où des scénarios y sont vécus, où les architectures y sont vécues, mais aussi usées, voire détruites. Pour conclure, Seed of Destruction est la première œuvre personnelle de Mignola, et il parvient à travers celle-ci à poser une ambiance particulière, propre à l'occulte, avec une charte hors du commun pour un média qui de son temps était bien stigmatisé. Un autre point important qu'il faut souligner est que Hellboy est un personnage vivant dans l'ombre, caché par les autorités depuis sa naissance, alors qu'il cherche à se montrer au monde. C'est là où réside le génie de l'auteur. Nous montrer le personnage que dans l'obscurité. De ce même fait, on nous montre un univers coloré, mis en lumière, sans doute pour nous transmettre la vision encore naïve du personnage sur ce monde. Dans les autres œuvres, le dessin de Mignola gagne en subtilité, mais perd de sa force graphique et de son contraste, sans doute aussi pour montrer que la vision du personnage sur le monde s'est affinée. C'est pour ces raisons que nous avons choisi la toute première œuvre personnelle de Mignola. Car bien qu'elle peut paraître moins mature, moins travaillée, elle n'en demeure pas moins efficace. Bien au contraire, elle semble pour nous même plus juste, car elle traduit l'essentiel avec une économie de moyens. Et c'est une manière juste de représenter l'espace, juste avec l'essentiel. Rappelons la définition de l'espace, c'est la trinité air, lumière, limite.
Le dessin d'observation des objets et des détails d'architecture sont donc essentiels pour accentuer les ambiances tendues, et Mignola tend à les représenter le plus justement possible. Tout d'abord, l'œuvre propose des références du champ littéraire et rend hommage à la SF de manière générale. La préface de Seed of Destruction est quand même écrite par l'auteur de Psycho, Robert Bloch, reconnu par tout le monde, encore plus connu par la réadaptation cinématographique de Hitchcock, ce qui déjà pose bien les bases. Nous n'avons pas affaire à n'importe quel comique. Mais là où Mignola se dépasse, c'est dans la cohérence graphique exceptionnelle pour une œuvre BD. Cohérence entre le texte et le graphisme, offrant un scénario et des visuels chargés d'intention. C'est quand même un travail de mise en abîme d'une qualité qui dépasse les standards, qui nous amène à la suggérer comme nécessaire dans notre bestiaire. Mais ceci est notre avis. Là où nous sommes enthousiastes de savoir que cette œuvre a touché énormément de personnes. Il ne vise pas un public de romans graphiques, mais à toutes les qualités d'une œuvre d'auteur. De plus, Hellboy a eu beaucoup d'influence, notamment pour ceux qui connaîtraient la bande dessinée Fable, ou plus encore le jeu vidéo Wolf Among Us. Autant pour les questions graphiques que pour la recherche de gravité, on y trouve énormément de similitudes dans l'ambiance. Si je dois ajouter autre chose, nous sommes les enfants de cette culture. Et il faut pas avoir peur de dire que certaines de ces œuvres avec lesquelles nous avons tous grandi sont sans doute celles qui nous ont ouvert la voie vers les arts. Merci Mignola pour Lovecraft, pour Hellboy. Nécessité, Commodité, vulgarité. Et des bisous quand même.